Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Restez avec moi. Bonsoir mon cher Yaya Konaté, je salue la grande maison africaine de l'ORTM, le peuple malien, l'Alliance des États du Sahel, l'ensemble des Africaines et des Africains qui sont passionnés par l'œuvre d'émancipation médiatique de votre grande chaîne. Nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Il nous revient donc que vous passez beaucoup de temps à Bamako dernièrement. Qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez si présent dans la capitale malienne? Avec la bienveillante autorisation des plus hautes autorités du Mali, nous avons fondé ici avec un certain nombre de chercheurs, experts en sciences sociales, en sciences politiques, en histoire de la civilisation africaine, en anthropologie politique, l'Institut de l'Afrique des libertés. C'est une association de droit légal malien qui contribue à la défense de 4 causes. La libération totale de l'Afrique de l'occupation militaire des forces néocolonialistes et impérialistes étrangères, la fin de la domination monétaire imposée à l'Afrique depuis plusieurs siècles, et notamment par la monnaie coloniale du franc des colonies françaises d'Afrique, la fin de l'ingérence des puissances étrangères dans la désignation des dirigeants africains et l'enracinement des institutions sociales, économiques et politiques africaines dans la civilisation négro-africaine elle-même, qui, il faut le rappeler, ne date pas de l'esclavage, de la colonisation et de la néocolonisation. Elle est la plus ancienne civilisation humaine, elle est même la première, celle qui a peuplé tous les continents de ce monde. Donc c'est cet institut qui explique désormais ma présence pratiquement 1 mois sur 3 au Mali, d'autant plus que par ailleurs, j'ai mis fin à mon engagement de professeur agrégé de l'enseignement public français le 1er septembre 2025, après 5 années de confrontation avec le régime du président français Emmanuel Macron, qui me faisait chantage de mes fonctions de professeur de l'enseignement public français pour m'interdire de critiquer la politique néocolonialiste et hautement condamnable que l'élite de la Ve République française mène en Afrique. Donc, c'est un homme à la disposition du peuple africain, plus que jamais, que vous avez sur ce plateau aujourd'hui, mon cher Yaya Konaté. Donc vous avez préféré renoncer à l'enseignement français et plutôt pour garder votre liberté de parole, liberté de conscience. Absolument. Il vaut mieux en réalité, entre plusieurs options, choisir celle qui préserve notre dignité, celle qui préserve nos valeurs personnelles, qui préserve notre spiritualité et notre humanité. Ce qui m'était d'une certaine façon demandé, c'est: vous restez professeur agrégé de l'enseignement public français, vous ne critiquez plus la politique africaine de la France, donc en fait, vous abandonnez le peuple africain, ou alors vous cessez de l'être, et à ce moment, vous avez l'entière jouissance de votre liberté d'expression et de conscience. Et du coup, vous renoncez aussi à un certain nombre de ressources, on va dire. Écoutez, après pratiquement 23 ans de carrière en France, je gagnais pratiquement 4 200 € français. Vous pouvez les déduire en CFA. Il était donc question pour moi de renoncer à ces avantages mérités, parce que c'est des fonctions acquises par concours, pas par cooptation, me réorganiser pour m'occuper des miens, m'occuper de moi-même, et servir une cause qui est en phase avec ma propre conscience, ma propre conviction, la cause de l'émancipation de l'Afrique, de la souveraineté africaine. Alors, ce ne sont pas des choix faciles, mais ce sont des choix nécessaires, parce que nous avons la responsabilité de faire ce que nous disons pour inspirer les générations qui viennent. J'ai 53 ans, et tous les grands Africains qui ont impacté notre continent n'avaient même pas eu la chance de vivre jusqu'à 50 ans. Nous n'avons pas le droit, quand nous avons des compétences, de les mettre à l'écart de notre continent à un moment décisif où c'est sa survie qui est en jeu. La survie de la civilisation négro-africaine est en jeu, maintenant que l'Afrique est de nouveau l'objet d'un immense plan de recolonisation pour la capture de ses matières premières et l'assujettissement de ses ressources humaines, le plan de l'impérial terrorisme, titre de l'ouvrage que j'ai publié ici au mois de février à Bamako, capitale de l'Afrique des libertés. Alors, persécuté par la France-Afrique, est-ce que la persécution elle est terminée avec votre départ ou elle continue? Elle n'est jamais terminée. À partir d'une analyse
factuel. Le régime du président Emmanuel Macron considère que la perte d'influence de la France en Afrique n'est pas simplement le fait du désamour politique entre le gouvernement français et les gouvernements de l'Afrique dite francophone, mais c'est le fait de la perte d'influence médiatique, communicationnelle, mentale et psychologique, justement de la France sur l'Afrique. L'analyse du régime du président Emmanuel Macron, c'est que les panafricanistes, intellectuels, leaders, activistes et militants, sont les principaux responsables de la défaite communicationnelle, de la défaite médiatique, intellectuelle et psychologique du néocolonialisme français. Voilà comment, contre ma propre volonté, je me suis retrouvé dans une liste rouge. Eh bien, de personnalités intellectuelles du courant panafricaniste qui sont l'objet d'un harcèlement, d'un traitement de choc, eh bien, de la République française sous le président Macron. Je rappelle que je suis auteur de plus de 50 ouvrages, que plus de 30 de ces ouvrages ont été produits avant l'avènement en 2017 du président Macron en France, que sous les présidents Chirac, Sarkozy, Hollande, je n'ai jamais été persécuté en France. Tout a commencé en 2021, lorsque la cellule africaine de l'Élysée a procédé à un casting de ceux qui seraient coupables de ce qu'ils ont abusivement appelé le sentiment anti-français en Afrique, une manière de nier 600 ans de crimes économiques, de crimes politiques, de crimes contre l'humanité, perpétrés contre les nations africaines sans l'ombre d'un procès, le début d'une condamnation ou d'une réparation. Donc malheureusement, nous sommes à un carrefour de l'histoire et les panafricanistes sont les bêtes noires de la communication néocolonialiste française. Et il faut donc à un moment donné choisir, non pas entre la France et l'Afrique, mais entre la souveraineté des peuples et leur domination. Car en fait, contrairement à ce qu'on a voulu faire passer dans les médias officiels français, les panafricanistes ne sont pas les ennemis du peuple français. Ils sont les ennemis du colonialisme et du néocolonialisme, sous toutes leurs formes, de quelque puissance qu'elles viennent. On a voulu nous faire passer pour des racistes antiracistes. Nous ne le sommes pas non plus. Je n'ai aucune haine pour un homme ou une femme en ce monde en raison de la couleur de sa peau ou de ses origines. Car la tradition africaine, qui est le socle fondamental du panafricanisme, nous interdit de discriminer. Nous sommes ici en terre du Mali, la terre de la charte de Kouroukan-Fougan 1236, qui nous interdit toute discrimination humaine. Alors, nous enjoint de protéger le pauvre, l'orphelin, l'étranger, la femme, le vieillard, le malade, avec la délicatesse de ceux qui savent que la terre est simplement un lieu de passage, de préparation de l'âme à la vie ancestrale et angélique. Donc, voilà la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Je ne suis pas le seul pris dans cette tourmente. Vous avez vu le traitement de choc qui a été réservé à d'autres activistes, militants, intellectuels, et sans oublier le traitement de choc qui est réservé aux leaders de l'AES, les 3 étoiles polaires du mouvement panafricaniste. Alors, nous faisons face, car c'est notre devoir. Nous n'avons pas d'autre choix. Si nous voulons être humains, Yaya Konaté, nous devons résister et créer notre avenir. L'AES, on va en parler. Vous avez donc choisi. Et qu'est-ce que vous faites depuis? Alors, d'abord, traditionnellement, je suis un philosophe de formation et je suis écrivain. Je produis des conférences d'éducation citoyenne sur les réseaux sociaux où je suis suivi par plus de 2 millions de followers, comme on dit. On les trouve sur YouTube, on les trouve sur Facebook, on les trouve sur X, on les trouve sur TikTok, entre autres. Premièrement, donc cette activité d'éveil, de communication, de décryptage, d'analyse des grands enjeux du monde contemporain. Deuxièmement, je suis enseignant. Donc je continue d'enseigner comme professeur invité. J'ai été, ces dernières semaines par exemple, aux universités d'État de Saint-Pétersbourg en Russie et à l'université d'État du Togo à Lomé pour délivrer une conférence qui par la suite est devenue un livre. Le panafricanisme comme métaphysique du monde multipolaire. Donc partout où, comme l'esprit peut souffler, l'on m'invite, mon cher Yaya Konaté, je viens et je donne ce que je peux. Je suis à la disposition de l'ensemble des institutions de formation des jeunes Africains de notre temps pour apporter l'expérience que j'ai acquise. J'enseigne depuis mes 21 ans, j'en ai 53. C'est pratiquement une trentaine d'années de ma vie qui ont été consacrées
à transmettre ce que j'avais appris de mes maîtres et par moi-même à plus jeunes que moi afin de préparer cet avenir. Enfin, troisième élément très important, je suis quelqu'un qui encourage les initiatives des petites et moyennes entreprises. Je suis quelqu'un qui est à la disposition de l'ensemble des gouvernements panafricanistes, notamment ceux de l'Alliance des États du Sahel. Pour chaque mission qu'un seul de ces gouvernements aurait à me donner, je l'accomplirai avec la même abnégation que j'écris mes livres, que je donne mes conférences ou que je transmets les connaissances que l'école m'a offertes. Alors, l'Institut africain, l'Institut de l'Afrique des libertés, nouvelle création, qu'est-ce que vous faites depuis? Depuis 2023, nous avons été donc légalisés pour exister au Mali. Ce que nous faisons, c'est que, comme je le dis une fois de plus, nous produisons d'abord des artefacts médiatiques sur les réseaux sociaux pour contribuer à l'éducation de la population. Nous produisons des études à la demande de quelque institution que ce soit sur des questions politiques, sociales, des questions d'actualité. Nous produisons un plaidoyer sur nos 4 objectifs. Nous devons déloger de l'Afrique toutes les troupes néocolonialistes et impérialistes. Nous devons convaincre les dirigeants et les peuples africains qu'il faut se débarrasser des monnaies néocolonialistes et impérialistes comme le franc CFA. Nous nous battons pour concevoir un cadre de référence empêchant les puissances étrangères de choisir les dirigeants africains à la place des peuples africains. Et le 4e élément de notre plaidoyer, c'est l'enracinement de nos institutions dans notre tradition et dans nos langues. Je suis parfaitement bassaphone, la langue de mes pères et mères au Cameroun, dans laquelle j'écris de la poésie, des mathématiques, de la philosophie et tout le reste. Et j'encourage toutes les Africaines et tous les Africains du monde à s'exprimer de toutes les façons possibles dans nos propres langues. Nos langues sont des canaux pour capter les énergies ancestrales qui nous connectent au tout-puissant Créateur. Nul ne peut sacraliser sa terre dans la langue de l'autre. Venons-en à votre soutien à l'AES qui ne date bien évidemment pas d'aujourd'hui, pendant que d'autres condamnent, vilipendent, dénigrent. Vous avez choisi de soutenir, pourquoi? Pour 3 raisons. L'Alliance des États du Sahel a été bâtie sur une politique de vérité, alors que l'ensemble des organisations existant sur le continent africain au moment où l'AES naissait sont des organisations bâties sur la politique de la langue de bois. La deuxième raison, c'est que l'AES a été bâtie sur une politique de justice qui a pour but de rendre à nos peuples l'initiative de leur histoire. Et la troisième raison, c'est que l'AES pratique une autre valeur fondamentale de notre civilisation négro-africaine, la valeur de solidarité. Quand l'AES a été fondée, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique tout court étaient à un nouveau tournant. Le Niger était menacé d'être transformé en une nouvelle Libye. L'AES a été créée pour appliquer le principe du tous pour un et un pour tous. On a vu reculer les néocolonialistes français. On a vu reculer l'organisation instrumentalisée de la CEDEAO. On a vu reculer le plan des états-majors qui, comme par exemple celui de Côte d'Ivoire, était mobilisé avec 1500 hommes pour attaquer le Niger. Tout cela a été possible parce que, pour l'une des premières fois dans l'histoire du XXIe siècle, 2 États africains se sont levés pour dire si vous attaquez le Niger, vous avez attaqué le Mali, vous avez attaqué le Burkina Faso. C'est quelque chose de très rare. Et n'oubliez pas, l'une des premières fois que des activistes, des militants, des intellectuels panafricanistes sont ouvertement défendus dans l'histoire de ce XXIe siècle par des gouvernements, elle a eu lieu grâce à l'AES. Vous vous souvenez, au mois de septembre 2025, du communiqué officiel des ministres de la Justice du Mali, du Burkina Faso et du Niger, défendant les Africaines et les Africains qui, engagés dans l'idéologie panafricaniste de souveraineté africaine, prennent les risques qu'il faut pour que nous soyons ensemble les héritiers les plus dignes de nos plus dignes prédécesseurs. Donc, l'Alliance des États du Sahel est convaincante parce que la politique qu'elle pratique est frappée au coin des 3 valeurs fondamentales de notre civilisation. Ils ne mentent pas. Voilà pourquoi ils ne combattent pas le terrorisme en s'associant avec des puissances qui ont créé le terrorisme. Ils s'efforcent d'être justes. Voilà pourquoi ils ne prennent pas l'argent public malien, burkinabé et nigérien pour aller le planquer dans des comptes bancaires en France, en Suisse, le planquer dans les paradis fiscaux. Ils misent leur avenir au cœur de leur peuple parce qu'ils savent que c'est à ces peuples qu'ils ont à rendre des comptes. Enfin, les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel nous indiquent que la solidarité est la clé
de notre puissance. Nous assistons à la naissance d'une grande puissance africaine. Vous vous rendez compte? Ces trois pays, rien que par la géographie, constituent une muraille, comme l'a dit le président Tiani, une digue, une barrière de protection de l'Afrique noire contre le grand plan qui a été élaboré et qui a commencé à être mis en place lorsque la Libye a été saccagée. N'oubliez pas que l'OTAN avait prévu de saccager la Libye afin d'envahir le Sahel. Après le Sahel, le golfe de Guinée. Après le golfe de Guinée, l'Afrique centrale, le bassin du Congo. Après le bassin du Congo, le plan de déstabilisation de l'Afrique descendait sur le bassin du Zambèze. Je vous rappelle que les soi-disant djihadistes, qui sont en fait des mercenaires terroristes de l'impérialisme occidental, sont maintenant au Mozambique, dans la région où le Mozambique a du pétrole et du gaz. Et ils ont réussi à obtenir que le gaz et le pétrole du Mozambique, en Afrique de l'Est et pratiquement en Afrique du Sud, soient bradés moins cher à des puissances qui se trouvent être les parraines même des groupes terroristes. Donc cet immense plan, il n'avait pas été prévu dans les officines impérialistes qu'au cœur du Sahel émergerait là, dans la zone sacrée du Liptako-Gourma, une alliance politique hors pair, qui a été à la fois un joker et un très grand coup de poker. Alors, parce que personne, j'ai lu les grandes analyses des centres d'investigation américains, européens, personne n'avait vu venir le 16 janvier 2023. Personne ne s'y attendait. Alors, vous avez vécu ici avec nous à Bamako ce moment historique de la vie de la Confédération, le deuxième collège des chefs d'État. Vous avez entendu ces discours qui réaffirment avec force une certaine détermination à aller de l'avant. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le langage ce jour-là? J'étais frappé par le fait que les trois dirigeants de l'AES, les présidents Goïta, Tiani et Traoré, ont tenu trois discours de formes différentes, mais pour défendre la même vision. C'était vraiment, littéralement, excusez-moi la métaphore, mais on se trouve un certain 25 décembre, c'était une sainte trinité. C'est la sainte trinité panafricaniste qui s'est exprimée au CICB de Bamako. Le président Traoré a choisi d'utiliser la méthode de la métaphore filée, avec le célèbre thème de l'hiver noir, qui embranchait sur le thème de l'albinos noir, dont nous savons toutes les interprétations qu'il a offertes. Le président Abdourahmane Tiani, lui, a choisi d'utiliser le registre de la mémoire, le rappel qui sauve l'âme. Il nous a rappelé des dates qui seront enseignées aux écoliers de toutes les générations. Il nous a parlé du 18 août 2020 au Mali, le début de la révolution du Mali-Koura. Il nous a parlé du 30 septembre 2022 au Burkina Faso, à savoir le MPSR2 du capitaine Ibrahim Traoré. Il nous a parlé du 26 juillet 2023 au Niger, avec la révolution du CNSP. Il nous a parlé du 16 septembre 2023, avec la naissance de l'Alliance des États du Sahel. Et il nous a parlé d'une cinquième date, celle du 6 juillet 2024, avec le passage de l'Alliance à la Confédération, annonçant implicitement ici l'avènement imminent de la Fédération sahélienne. Le président Tiani, lui, s'est fait historien de l'émergence de la révolution ouest-africaine et de la révolution panafricaine. Quant au président Assimi Goïta, président confédéral sortant, il a rendu compte au peuple sahélien et à ses homologues qui étaient présents du travail accompli pendant son mandat. Le discours du président Goïta, qui est un grand taiseux, notamment quand il parle en français. Parce que le président Goïta donne beaucoup de secrets quand il parle en bamana. Je suis en train d'apprendre la langue bamana pour pouvoir l'écouter dans la langue dans laquelle il confie les secrets. Il y a deux présidents Assimi Goïta. Taiseux en français, essentiellement administratif et très carré, technocratique et même militaire. Et il y a le président Assimi Goïta qui est une autorité de tradition et qui, dans la langue bamana, donne en réalité le message du cœur. Quand il parle en français, il utilise essentiellement la raison, et quand il parle en bamana, il utilise les fibres de l'esprit et du cœur. Lui, il a parlé là avec la raison. Il a fait le bilan de son action. Nous vous avons promis une armée unifiée, vous l'avez. J'en ai donné l'étendard la semaine passée.
Nous vous avons promis une banque d'investissement de tous nos États. Nous l'avons. Nous venons de l'inaugurer. Nous vous avons promis une seule voie, une diplomatie unifiée. Nous l'avons. Vous étiez très contents de voir les 3 ministres de l'AES parlant à l'ONU comme des triplés issus de la même mer, la mer du Liptako-Gourma. Mais nous vous promettons mieux. Nous allons relier nos capitales par une voie ferroviaire et des autoroutes. Nous vous promettons mieux. Nous allons mettre en place un fonds de souveraineté alimentaire, de souveraineté en ressources fondamentales. Nous vous promettons mieux. Nous marchons vers le grand accomplissement de notre souveraineté, le sujet tabou dont personne n'a ouvertement parlé, tout naturellement, la monnaie souveraine sahélienne qui se prépare avec lucidité, avec responsabilité et avec détermination. Donc, voilà 3 discours qui nous ont présenté 3 axes différents. Le discours du président Abdourahmane Tchani, quant à lui, était là pour nous rappeler. Le discours du président Traoré, nous faire méditer sur la situation géopolitique et géostratégique. Le discours du président Goïta, nous faire apprécier le chemin parcouru. 3 discours complémentaires pour dire que la politique est de retour. L'avenir de l'Afrique, ici au Sahel, ne se prépare pas ailleurs, comme l'a dit le président Tchani, qu'à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey. Pour une fois, nous sommes de nouveau pleinement les acteurs, les sujets de notre histoire, et non pas ceux qui la subissent et qui en sont des spectateurs. D'accord, vous avez évoqué quand même, à partir du discours du président Goïta, tout ce qui a quand même pu être réalisé en une année, un peu plus de parcours de cette confédération. Comment est-ce que vous appréciez ce bilan, ce qui a été fait? C'est un bilan exceptionnel. On connaît des organisations extrêmement bruyantes, prolifiques en communiqués creux et vaseux, et qui n'ont pas accompli le 10e de ce que l'Alliance des États du Sahel a fait en un an. Prenons notre supposée grande organisation politique continentale, l'Union africaine. L'Union africaine a-t-elle fait 1 centimètre de route? L'Union africaine a-t-elle créé une seule banque qui permette aux plus de 600 millions de jeunes qui vont entrer dans le monde du travail bientôt d'avoir des financements pour faire des affaires? Rien de tout cela, 0 pointé. C'est ce que le président Ibrahim Traoré a appelé des réunions inutiles. Bon. Avoir des organisations inutiles. Mais qui organisent des réunions inutiles. Ils ont parlé de réunions inutiles dont ils doivent se retirer. D'accord. Donc, alors, honnêtement, dans le contexte d'adversité que connaît l'AES, et en particulier le pays qui a été pionnier de cette affaire, le Mali, dont il ne faut pas oublier la fonction sacrée dans l'émancipation des Africains. J'évoque toujours, quand je parle du Mali, un grand poème écrit par l'ancien leader du mouvement populaire de la libération de l'Angola, le camarade Agostinho Neto. Un poème sur Bamako, où il explique que la terre malienne a reçu du Tout-Puissant la vocation d'être le lieu des grands commencements africains. Ici, à Bamako, a été recommencée la grande libération du XXIe siècle africain. Et cela, en un laps qui va de 2020 à 2025, en 5 ans, on n'avait jamais vu une organisation continentale. Après le RDA des années 46, on n'avait jamais vu une organisation continentale essaimer avec autant de puissance. Donc, vous voyez également que le Mali a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, à la fois spirituelles, géopolitiques, géostratégiques et géoéconomiques. La dernière tentative de blocus de l'approvisionnement énergétique du Mali avait pour but d'empêcher le sommet des 22-23 décembre. Donc, il faut bien voir que malgré tous ces obstacles, malgré les pressions diplomatiques, les pressions économiques, malgré le harcèlement des mercenaires de l'impérial terrorisme, cette alliance est aujourd'hui l'organisation politique Yaya Konaté. Si on fait un sondage, je suis certain que l'organisation politique la plus aimée des Africains s'appelle l'AES. Et que cela est vrai même chez les peuples de la CEDEAO. Vous avez vu ce qui s'est passé le 30 avril 2025, avec la grande mobilisation médiatique mondiale autour du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Donc, il y a quelque chose de grand qui se fait ici, mais avec humilité, avec lucidité. L'AES n'est pas une organisation arrogante. C'est une organisation déterminée et qui sait que la seule façon pour l'Afrique
de survivre au péril de ce siècle, c'est de se rassembler en puissance de cette taille. Alors, il y a une banque confédérale quand même qui a été 500 milliards inaugurée ici. Promesse de fonds souverains, comment est-ce que vous appréciez cela? Mais écoutez, le vrai problème que nous avons, pourquoi est-ce que nous sommes des pays qu'on a osé classer pays pauvres très endettés? Nous sommes des pays dits pauvres très endettés parce que ceux qui contrôlent une institution fondamentale de toute économie, à savoir l'institution monétaire, nous ont maintenus sur ce que le professeur Chunjiang Puemi a appelé dans son grand livre de 1984 la répression monétaire. Aucune économie ne peut se développer sans création monétaire. Or, quand vous n'êtes pas les propriétaires de votre banque centrale, vous ne pouvez pas créer de la monnaie. Et comme vous ne pouvez pas créer de la monnaie, vous ne pouvez pas servir du crédit à vos opérateurs économiques et vous ne pouvez donc pas stimuler le développement. Or, qu'est-ce qui se passe avec la banque d'investissement? Ce qui est dit, c'est que cette banque va mettre justement de la monnaie à la disposition des acteurs économiques endogènes et qu'elle va financer sur fonds propres le développement endogène du sous-continent. L'aboutissement de tout ceci ne tiendra pas debout si cette monnaie, si ce fonds souverain ne sont pas entièrement adossés sur les réserves de ressources naturelles, sur les réserves d'or des pays de l'Alliance des États du Sahel eux-mêmes. C'est-à-dire en fait que la Banque nationale d'investissement est déjà le premier pas vers la souveraineté monétaire. Vous ne pouvez pas avoir la souveraineté monétaire si vous n'avez pas une banque nationale d'investissement où les États de l'Alliance des États du Sahel sont les uniques détenteurs du capital. Détenir le capital de sa banque, c'est déjà détenir les titres qu'on pourra émettre sur ce capital, c'est-à-dire détenir la monnaie. Donc, pour ma part, je considère que nos dirigeants sont non seulement bien conseillés, mais ils sont méthodiques et rigoureux. Il va être possible désormais de financer sur fonds propres des projets structurants. Regardez le Burkina Faso qui annonce une autoroute à 2 fois 4 voies. 4 voies aller, 4 voies retour. Sur fonds propres, avec 200 milliards de francs CFA mobilisés sur fonds propres. En fait, les pays de l'AES sont économiquement déjà, de mon point de vue, sortis du franc CFA. Parce qu'en fait, c'est sur leurs fonds propres qu'ils financent l'essentiel des projets structurants. Dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du désenclavement et de l'aménagement du territoire, ils financent sur fonds propres et non avec le bon samaritanisme de l'aide au développement française, du FMI ou de la Banque mondiale. Monsieur Niamsi, l'AES, l'embryon d'une Afrique libre et souveraine, a-t-on entendu ici à Bamako. Est-ce que vous attendez à ce que cela fasse un peu, l'exemple de l'AES fasse un peu tâche d'huile? Moi, je suis Niamsi Ouah Cameroun. Je suis fils natif de la terre africaine du Cameroun. Et si je suis autant impliqué dans la révolution sahélienne, c'est parce que je sais qu'elle est l'embryon de la révolution africaine du XXIe siècle. L'Afrique centrale, d'où je viens, a besoin d'une alliance des peuples africains, comparable à l'alliance des États du Sahel. C'est une telle puissance qui sera capable, en convergence avec l'AES, de rendre l'Afrique invincible. Le laboratoire de l'émancipation africaine, mon cher Yaya Konaté, pour moi, c'est ici. Si j'ai choisi de créer et d'obtenir la légalisation de l'Institut de l'Afrique des libertés au Mali, c'est pour observer les mutations génétiques nécessaires à l'Afrique entière, à partir du laboratoire sacré. La terre qui a vu le RDA, c'est la terre qui voit la révolution progressiste populaire africaine se mettre en place. Et je peux vous dire, sans risque de me tromper, que l'Afrique centrale et l'Afrique australe vont recevoir le greffon aésien et sévère. Alors parlons du panafricanisme qui est quand même votre combat. Comment est-ce qu'il se porte aujourd'hui? Est-ce qu'il a de l'avenir quand même? Alors le panafricanisme se porte paradoxalement bien. Il se porte bien parce qu'il est l'idéologie à abattre des puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales. Selon un proverbe africain, on ne jette des pierres qu'à l'arbre qui est chargé de fruits. En même temps, les néocolonialistes, c'est-à-dire les Africains qui sont restés invertébrés, qui sont restés soumis à cette logique de domination occidentale, élaborent toutes sortes de colibets contre l'idéologie panafricaniste. Ainsi prospèrent dans le milieu de ces Africains
sans conscience, le concept de panafricain. Par panafricain, ils entendent ceux qui se battent pour la souveraineté de l'Afrique. Alors que eux se battent pour que l'Afrique soit occidentale, pour que l'Afrique soit moyenne-orientale, pour que l'Afrique soit américaine. Nous nous battons pour une Afrique africaine. Et ils y voient de la connerie. Pourquoi? Parce qu'en effet, quand le doigt pointe la lune, l'imbécile regarde le doigt. Donc il faut bien voir que d'abord sur le plan symbolique, l'idéologie qui galvanise les foules, les masses populaires africaines, c'est le panafricanisme. Maintenant, sur le plan même de la ressource scientifique, lorsqu'il faut discuter de la réorganisation du monde, qui c'est qui est à l'avant-garde? Ce sont les panafricanistes et leurs intellectuels. Moi, j'étais à Saint-Pétersbourg, à l'Université d'État. Il m'a été demandé ceci par les intellectuels, plus de 300 intellectuels venus de tous les continents. Vous qui venez d'Afrique, dites-nous quelle est la théorie politique africaine qui peut contribuer à la reconfiguration de l'ordre politique international. Bref, qui peut être un alluvion pour la conception du monde multipolaire et la sortie de la domination unipolaire, unilatérale de l'Occident. Je leur ai dit, sans conteste, c'est le panafricanisme. Et le panafricanisme, pourquoi? Parce que c'est une idéologie politique qui est basée sur 3 valeurs de civilisation qu'on reconnaît à toutes les Africaines et à tous les Africains de tradition. L'amour de la vérité, donc de la connaissance, jusqu'à la haute connaissance technologique, l'amour de la justice, de l'égalité humaine, et la solidarité. Les Africains sont les civilisations les plus solidaires de la Terre. Et ils sont la première civilisation humaine. Si donc il y a une idéologie qui peut nous aider à entrer en dialogue fécond avec la Russie, avec la Chine, avec l'Iran, avec l'Inde, avec le Brésil, avec l'Europe, avec l'Amérique, cette idéologie, c'est le panafricanisme. N'oubliez pas qu'elle est née dans la diaspora africaine en Amérique du Nord, qu'elle a migré en Europe et qu'elle est descendue en Afrique à l'occasion des mouvements de la négritude de la première moitié du XXe siècle. Donc le panafricanisme est vraiment le socle à partir duquel je pense même qu'on peut repenser la totalité des relations internationales. Parce qu'en fait, les gens oublient souvent que tous les hommes à l'origine sont des descendants des Africains. Les blancs, les jaunes, les rouges, les métis qu'il y a sur la Terre, ce sont des descendants d'anciens Africains qui, par mutation génético-climatique, ont eu les teintes de couleur que vous voyez. Les Africains sont les aborigènes de la planète, c'est-à-dire les premiers habitants de tous les continents. Être donc humain, c'est être panafricain.